D'abord, l'évolution de la vie sur Terre et le déroulé de la vie sur Terre, depuis qu'elle est apparue sur Terre, ça n'a pas été un long chemin tranquille. Il y a eu des épisodes de crise, il y a eu des épisodes qui allaient mieux. Il y a des moments où, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des espèces qui apparaissent, il y a des espèces qui disparaissent, et de temps en temps, le taux de disparition excède largement le taux d'apparition. Donc ça génère des crises. Donc il y a déjà ça qui joue. Puis il y a des facteurs qui vont provoquer ces disparitions. Donc, si on oublie les périodes les plus anciennes et qu'on se concentre sur les 500 derniers millions d'années, 500 millions d'années, c'est déjà assez vaste. Hein. Notre ancêtre le plus lointain, Toumaï, il a 7 millions d'années. Hein. Donc 500 millions d'années, vous voyez ce que ça peut représenter, c'est énormément plus. On a 5 crises majeures, on a 5 grandes crises, c'est pour ça qu'on parle de la 6e, et on en a une cinquantaine d'autres mineures. Donc ça fait un échantillonnage statistique assez intéressant pour voir comment ont fonctionné ces crises. Est-ce qu'elles ont des facteurs communs? Comment est-ce que ça peut marcher? Et quelles leçons finalement on peut en tirer, quel retour on peut en faire pour essayer d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Si on regarde ces crises, qu'est-ce qu'elles ont de commun? C'est qu'elles ont toutes été multifactorielles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune crise qui est liée à un seul facteur de pression sur la biosphère. Ça a été la géographie des continents qui sont regroupés ou éclatés, et ça veut dire que la biosphère n'a pas la même sensibilité, la même vulnérabilité selon que les continents sont regroupés ou au contraire éclatés. Ça a été d'immenses éruptions volcaniques. À la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, qui est la plus grande des crises qui a affecté la biosphère, c'est l'équivalent, ce sont ce qu'on appelle les trappes de Sibérie, donc des grands épanchements volcaniques en Sibérie. Ça représente 7 km de lave sur la surface de la France. Donc vous imaginez ce que ça veut dire comme injection de gaz dans l'atmosphère, même si ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc c'est absolument monstrueux. C'est de temps en temps des chutes de météorites. Mais il y a toutes les crises n'ont pas de chute de météorites. La plus grande des crises, il n'y a pas de météorites d'ailleurs, du tout. Et il y a pas mal de météorites qui sont tombés, qui ont fait des cratères aussi vastes que ceux qui ont accompagné les crises, sans pour autant qu'il y ait de crise. Donc les météorites, c'est un facteur qui est ni suffisant ni nécessaire pour qu'il y ait une crise. Puisqu'il y a des crises sans météorites et il y a des météorites sans crise. Les volcans, presque toujours, il y a du volcanisme. La géographie des continents, c'est variable. Il y a aussi l'anoxie des océans, c'est-à-dire la diminution de la quantité d'oxygène dissoute dans les eaux océaniques, qui peut jouer. Et puis il y a le changement climatique, les oscillations climatiques, qui peuvent être provoquées par les météorites, par le volcanisme, par la géographie des continents, qui vont provoquer des oscillations climatiques qui, in fine, c'est ce qui va le plus intervenir. Et on a l'habitude, avec un collègue, professeur muséum, qui s'appelle Patrick de Wever, de comparer ça avec le crime de l'Orient Express. Il y a plusieurs coupables. Dans le crime de l'Orient Express, ben là c'est un peu pareil, il y a plusieurs facteurs. Et après, de savoir celui qui a donné le coup de couteau le plus fatal, c'est une querelle de spécialistes. C'est pas si intéressant que ça. L'essentiel à retenir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. La deuxième chose dans les crises anciennes, ce que j'aime bien dire, c'est que les crises ne font pas de mort. Alors ça paraît paradoxal, mais une crise de la biodiversité, ça n'est pas une hécatombe. C'est pas un moment donné où il y aura plein de morts et il y aura des cadavres qui vont joncher le sol ou flotter à la surface des océans. Et je peux en faire une démonstration par l'absurde. Si je regarde le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire, au moment où les grands dinosaures vont s'éteindre et où les ammonites dans les océans vont s'éteindre, si vraiment il y avait eu un cataclysme énorme avec une météorite qui tombe et qui tue tout le monde presque instantanément, ou tout du moins en quelques années, on aurait un banc sédimentaire qui serait plein d'ammonites au fond des océans. Or, le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire, il est vide. Il n'y avait plus personne. Donc les crises ne font pas de mort. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elles font? Alors si elles ne font pas de mort, c'est simplement que ça provoque pendant de très nombreuses générations une diminution du succès reproducteur de beaucoup d'espèces. C'est-à-dire que pour beaucoup d'espèces, il y aura moins de descendants, parce qu'il y aura moins de fécondité, il y aura moins d'œufs pondus si ce sont des oiseaux ou des dinosaures, il y aura moins de succès à l'éclosion, moins de succès à l'envol si on est chez des oiseaux. Et tout ça va faire que de génération en génération, il y aura de moins en moins d'individus présents au sein d'un grand nombre d'espèces. Ce qu'on appelle des déclins d'abondance, pour revenir sur les abondances et pas que sur les richesses. Et au bout du chemin du déclin, il y a l'extinction. Donc, in fine, ça se traduit par une extinction. Et c'est ça qui s'est produit systématiquement dans les grandes crises du passé géologique de la Terre. Et chaque crise est différente. Il y a ces facteurs communs dont je parle, mais en même temps, chaque crise est différente simplement parce qu'il y a des contextes différents. C'est un peu comme dans l'histoire des sociétés. On ne peut pas comparer l'assassinat de Jules César avec l'assassinat d'Henri IV, même si ce sont deux assassinats, parce que les contextes étaient différents. C'est pareil pour l'histoire de la vie sur Terre. On a chaque fois des contextes différents, donc on a chaque fois des histoires un petit peu singulières, avec des ressemblances. Jules César est assassiné, Henri IV aussi, avec un couteau pour chacun d'eux. Donc vous voyez, il y a des ressemblances. Mais c'est pas pour autant que c'est la même chose.
ni le même déterminisme. C'est pareil pour les crises. Et en quoi celle que vous annoncez à l'aube de la 6e est différente ou ressemble à celle qu'on a pu décrire les 5 dernières? Alors, je vais commencer par je vais commencer par la similitude. Une importante similitude, c'est qu'elle est multifactorielle. Il y a 2 similitudes. Elle est multifactorielle, c'est-à-dire que c'est ce dont on parlait, la pression sur les espaces, les pollutions, les surexploitations de ressources, le changement climatique, les espèces potentiellement invasives qu'on va déplacer. Donc on est face à une crise multifactorielle, même si derrière chaque facteur, c'est Homo sapiens. Globalement, elle est quand même multifactorielle. Donc elle exerce toutes sortes de pressions qui, accumulées, font que ça devient insupportable pour la biodiversité. Là, je fais une parenthèse aussi, mais je fais une comparaison, je crois, dans le livre, avec un sac à dos. Vous partez pour une balade en montagne avec votre sac à dos, puis vous dites j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Chaque objet en lui-même est parfait. Vous pouvez parfaitement le porter. Puis une fois que vous avez tout mis dans votre sac à dos, vous pouvez plus le porter parce qu'il est trop lourd. C'est multifactoriel. Ben, c'est pareil pour les crises de la biodiversité. Donc on est face à quelque chose de multifactoriel. Quand on regarde ce qui se passe avec quand on essaye de construire des tendances sur plusieurs décennies avec des observations de la biodiversité qui sont très rigoureuses, c'est-à-dire qu'on a le même protocole qui va s'appliquer sur plusieurs décennies, on regarde en tendance ce qui se passe, et on peut le construire pour les oiseaux, pour les insectes, pour des mammifères, pour des amphibiens, pour toute une série d'organismes, on s'aperçoit qu'on est face à des déclins d'abondance. Il y a relativement peu d'espèces qui se sont éteintes. C'est pour ça que je parle de l'aube de la 6e extinction, parce qu'on est au début en termes de nombre d'extinctions. Il y a peu d'espèces éteintes, par contre, il y a beaucoup de déclins d'abondance. Et l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais cette fois pour la biodiversité, l'IPBES c'est pour la biodiversité, nous prédisait en 2019 entre 500 000 et 1 million d'espèces qui pourraient s'éteindre dans les décennies qui viennent. Ça veut dire qu'ils sont déjà en déclin relativement accentué et qui ferait que ces espèces pourraient s'éteindre. Donc ça, c'est deux similitudes importantes. Les différences, c'est d'abord que c'est dû à une espèce derrière tout ça, Homo sapiens. C'est la première fois qu'il y a une espèce toute seule qui est vraiment la cause d'une crise majeure de la biodiversité. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va très très vite, ça va 100 à 1000 fois plus vite que les plus rapides des crises anciennes. Donc on est à l'aube, on est très loin, parce que si on regarde le nombre d'espèces réellement éteintes depuis 200 ans, en gros, depuis 300 ans, on est sur l'ordre de 3%, 4%, 5%. Alors on va pas s'empailler sur les pourcentages et sur les chiffres, hein, on fait pas de politique là. Mais globalement, on est sur assez peu par rapport à 80% d'extinction, 90% d'extinction dans les crises majeures du passé géologique de la Terre. Donc on peut se dire, mais attendez, mais on est au tout début. Même si on intègre les 500 000 espèces qui pourraient disparaître dans les décennies à venir, par rapport à l'ensemble des espèces vivantes sur Terre, on est encore à 15%, 10%, 15%. Donc on est encore loin du compte. On peut se dire, mais on a vraiment le temps. Mais par contre, si on regarde la vitesse à laquelle tout ça se déroule, ça va très très vite. Je vous dis, une grande crise du passé, en gros, c'est 80% d'extinction. Là aussi, je peux vous faire une parenthèse. On a découpé les 500 derniers millions d'années en tranches d'1 million d'années. Donc on a 500 tranches. Et on regarde quel est le taux en gros d'extinction moyen quand on passe d'une tranche à l'autre. Et on fait une courbe de distribution pour dire combien il y en a qui s'éteignent. En gros, c'est 20% d'extinction quand on passe d'une tranche à l'autre. Et au moment des 5 grandes crises, on est à 80-90% d'extinction. Donc c'est ça que ça nous donne comme ordre de grandeur. Donc on se dit, 80% d'extinction. Nous, pour le moment, on est à 10% grand maximum dans les décennies qui viennent. Tout va bien. Sauf que si on extrapole ce qui se passe sur les 200 dernières années pour les mammifères sur 1 million d'années, on est à 8000% sur 1 million d'années. Donc ça veut dire que ça va 100 fois plus vite que les plus grandes crises du passé. Alors même si on mesure une vitesse instantanée par rapport à une vitesse moyenne sur 1 million d'années, etc., même si on prend la précaution de tout ça, on ne s'est pas trompé d'un facteur 100. Donc ça veut dire qu'on est largement sur la trajectoire d'une des grandes crises du passé géologique de la Terre. On est au début de la trajectoire et on s'engage très vite sur cette trajectoire. On a le temps de réagir, mais il ne faut pas traîner pour le faire. C'est grave ou pas? Oui, c'est grave. Enfin, ça dépend pour qui peut-être, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Quoi. C'est pas grave pour la vie sur Terre. Hein. Il y aura toujours de la vie sur Terre, quel que soit notre comportement et l'évolution de notre comportement. Ça, c'est pas un problème, c'est pas un sujet. J'ai aucun souci, et je pense qu'aucun scientifique sérieux n'a de souci pour l'avenir de la vie sur Terre. Hein. Les bactéries, les virus, les protistes dont je parlais tout à l'heure, et même un certain nombre d'organismes comme les tardigrades si mignons qui sont capables de résister au vide intersidéral. On les met à moins 240 dans de l'azote liquide, ils se réveillent sans problème et ils résistent aux radiations nucléaires à peu près 500 fois plus puissantes que celles auxquelles nous on peut résister. Je me fais pas trop de soucis pour eux. Je pense qu'il y aura toujours des tardigrades, à part si on les brûle au chalumeau un par un. Il n'y a pas de problème. Donc il y aura de la vie sur Terre.
Après, on peut s'inquiéter pour des espèces qui sont complexes, soit à travers des cycles de vie un petit peu compliqués. On peut penser aux oiseaux migrateurs, où là, c'est sur tout le trajet de la migration qu'il faut arriver à les préserver. On peut penser aux amphibiens, qui ont besoin d'eau dans leur cycle de vie, et aussi de zones moins humides pour terminer leur cycle de vie. Donc, qui ont un cycle de vie amphibie, on les appelle amphibiens, qui fait que c'est plus compliqué. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils souffrent pas mal en ce moment, d'autant qu'on détruit pas mal les zones humides. Et puis après, il y a toutes les espèces un peu complexes. Et je rappelle que nous sommes une espèce complexe. On se croit surarmé par notre pharmacopée, tout notre arsenal thérapeutique, et on se croit surpuissant, mais en fait, on est très compliqué. On est dans une fenêtre physiologique qui est très étroite. Si on diminue trop l'oxygène qui est présent dans l'air, on va pas être bien du tout. Alors on peut toujours se dire on va fabriquer de l'oxygène, ça on sait faire, puis on aura des bouteilles sur le dos, puis un masque, et puis on respirera notre oxygène. Bon, déjà au début de la pandémie, quand les gens se sont rués dans les supermarchés pour faire des stocks de sucre ou de papier toilette, on voit ce que ça provoque. Enfin, je veux dire, si on manque d'oxygène, on va devenir nerveux, hein, les uns envers les autres. Hein. Ça risque d'être assez déstabilisant quand même. Donc on est dans cette fenêtre physiologique. On voit bien que quand il fait trop chaud, on n'est pas bien. Quand il fait trop froid, on n'est pas bien. Et notre complexité fait que, enfin, il faut savoir que depuis en gros 30 millions d'années, on est dans une période froide de l'histoire de la Terre. Ça peut paraître paradoxal quand on parle de réchauffement climatique, mais globalement, on est dans une période froide depuis 30 millions d'années, c'est-à-dire qu'il y a de la glace au pôle. Les deux pôles sont englacés depuis 30 millions d'années, plus ou moins, avec des périodes glaciaires, interglaciaires, enfin. Mais globalement, c'est froid. Il y a eu beaucoup de périodes beaucoup plus chaudes. Mais simplement, les transitions entre les périodes froides et les périodes chaudes étaient des transitions lentes. Donc la biosphère avait le temps de s'adapter. La biodiversité avait largement le temps de s'adapter et d'évoluer. Là, on tourne le thermostat à toute vitesse. Et nous-mêmes, nous sommes une espèce adaptée à une planète telle qu'elle est. Déjà, notre physiologie, premièrement. Deuxièmement, toutes nos sociétés se sont construites sur cette planète, avec ce qu'elle est. Là où on peut la cultiver, là où c'est habitable, là où c'est pas habitable, là où se trouve de l'eau, là où ne se trouve pas d'eau, ou moins d'eau. Toutes nos sociétés sont complètement installées dans une planète supposée à peu près stable, avec des petites oscillations, un optimum climatique au Moyen-Âge, un petit âge glaciaire ensuite, mais des oscillations très très faibles. Là, on est en train de changer complètement d'échelle de l'oscillation. Et les premières victimes, la première victime, ça va être l'équilibre des sociétés, qui vont pas du tout apprécier ça. Je me souviens d'une conversation, là, je suis bavard, d'une conversation assez récente avec un collègue qui est vraiment mon collègue le plus proche au muséum, c'est-à-dire en fait un administrateur. Hein. Il a fait l'ENA, donc il est brillant par définition, mais il est vraiment brillant en plus, et puis on s'entend, enfin, c'est formidable, quoi. Je veux dire, non, je ne le critique absolument pas. Mais on mangeait ensemble il y a 3 semaines. Et puis il me dit, non mais finalement, avoir le climat de Madrid à Paris, je vois pas bien où est le problème. À Madrid, on vit très bien. C'est pas faux. Mais je lui dis, mais pousse ton raisonnement. Le climat de Madrid à Paris, ça veut dire quel climat en Afrique du Nord? Le Sahara va toucher la Méditerranée, là. Ça va être comme en Libye, c'est la Cyrénaïque. Hein. 300 millions d'habitants. Hein. Ils font quoi? Ils vont où? Donc quand je dis que c'est déstabilisant pour les sociétés, il y a vraiment un très fort risque de déstabilisation. Et ça va être le premier risque, avant même que ça touche notre physiologie en tant qu'Homo sapiens, mammifères, primates et vertébrés. Donc il faut aussi penser à ça. Mais il ne faut pas non plus se croire surpuissant. Attention, notre technologie ne nous sauvera pas. Mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. Oui, je me demandais si on allait en parler maintenant. Mais on y reviendra plus tard. Oui. Surtout que j'ai des exemples qui ne sont pas dans le livre en plus. Là. Des exemples marrants qui sont pas dans le livre. On finira par ça alors. Du coup, là, on est content de savoir que les tardigrades vont survivre et pas nous. Bon, ça, c'est une bonne Les scorpions aussi. Les scorpions, très bien. Les scorpions, je suis content pour eux. Des araignées, des tas d'insectes. Dans l'océan, des tas de petites bêtes. Les nématodes, qui sont des petits vers infâmes qui vivent dans le sol ou au fond des océans. Il y en a une diversité absolument incroyable. On la connaît même pas. Chaque fois qu'on donne un coup de drague au fond de l'océan, on trouve de nouvelles espèces de nématodes. Il n'y a aucun souci pour eux. Hein. Ne nous faisons pas de soucis pour eux, pas trop. Bon, faisons-nous pour nous, on peut s'en faire pour nous quand même. Ah ben pour nous, oui, on a intérêt à s'en faire. Très égoïstement, si on préserve la biodiversité, c'est pour nous. Hein. On parlait du virus tout à l'heure, ce chapitre sur le virus que j'ai rajouté un peu après. Et en fait, il faut comprendre que
protéger la vie sauvage, c'est nous protéger nous-mêmes, hein. Parce qu'il y a une théorie qui s'appelle Kill the Winner, tuer le vainqueur, qui fait que les pathogènes vont nécessairement se tournent par intérêt, entre guillemets. Tout ça, ce sont des images, hein. J'anthropomorphise et mon langage est excessif. Tout se passe comme si les pathogènes se disaient: oh, mais attention, là, ils sont nombreux là, hein. Intéressant, j'ai à manger là, je vais y aller. Et donc, faire de la monoculture d'Homo sapiens, c'est se coller une grande cible dans le dos pour dire à tous les pathogènes, que ce soit des parasites, des virus ou des bactéries: venez chez nous, on est nombreux, on bouge, c'est super, venez nous infecter. Et une façon de se protéger, c'est d'avoir une diversité sauvage, une richesse d'espèces dans le monde naturel qui soit la plus vaste possible, de façon à ce que ces pathogènes se distribuent sur pas mal d'espèces, et au lieu de venir chez nous. Et évidemment, le corollaire, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on aille au contact de toutes ces espèces sauvages, hein, parce que sinon, ça sert à rien. Donc il faut faire les deux. Mais plus on préserve la biodiversité sauvage, notamment des mammifères, parce que c'est à partir des mammifères que ça passe chez nous, parce qu'on est suffisamment proche dans l'évolution, plus on préserve cette diversité des mammifères dont on parlait au début, et on disait que c'est 1/15 de notre cheptel en poids, plus on préserve cette diversité des mammifères sauvages, mieux on se préserve nous-mêmes. Donc par pur égoïsme, préservons la biodiversité. S'il doit y avoir qu'une raison, soyons égoïstes, mais préservons-la pour nous. C'est le concept One Health, ça? C'est ça? C'est le concept One Health, oui, c'est ça. Il y a une santé humaine, il y a une santé animale, et il y a une santé de l'environnement. Et tout ça, c'est lié dans un seul système. Alors la santé humaine, on connaît bien, c'est la médecine. Il y a déjà quelques décennies maintenant, surtout avec les grippes aviaires, la vache folle, des choses comme ça, qu'on a bien compris que la santé animale et la santé humaine, ça pouvait être lié notamment à travers notre alimentation et nos élevages. Donc on a fait le lien santé vétérinaire et santé humaine depuis déjà quelques temps. Ça fait des décennies que les scientifiques savent que la santé des environnements est liée à la santé humaine, enfin que notre santé dépend des environnements. Les scientifiques, biologistes, écologues, bon, ça fait des années qu'ils le savent, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais dans le public, c'est en train de rentrer, et c'est rentré avec la pandémie, où on a expliqué ce que je viens d'expliquer, de dire, mais c'est la santé des environnements qui nous préserve aussi. Et mieux on préservera les environnements, meilleure sera notre santé. Il faut qu'on en prenne conscience de ça. Et encore une fois, préservons-les par égoïsme, pour nous. Si on n'a pas d'autres motifs esthétiques, éthiques ou autres, préservons-les déjà pour nous-mêmes.